Poste par poste aujourd'hui, vous avez une concentration du talent extrême. Le Qatar, évidemment, c'est une étape dans un process. L'objectif, c'est d'avoir plusieurs Hakimi, plusieurs Mazraoui, plusieurs Diaz dans le futur proche, Inch'Allah, parce qu'on avait une situation assez conflictuelle. Ça ne veut absolument pas dire que Wahid n'était pas un grand entraîneur. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire sortir ce volet de formation des catégories des jeunes, d'ailleurs filles et garçons, et de le professionnaliser. Et les résultats de cela, c'est effectivement de dupliquer partiellement les résultats de l'Académie Mohamed VI que Sidna Allah Yatsro a mis en place depuis 15 ans. Merci déjà pour m'avoir donné cette occasion de répondre et d'éclairer et de participer modestement à la clarification de quelques situations concernant le football, mais aussi la jeunesse d'une manière générale. Et si on va revenir un peu beaucoup plus en arrière, parce que le véritable point tournant dans l'histoire du sport marocain et le football entre autres, c'est quand même les orientations royales contenues dans la lettre royale adressée aux assises du sport. Et c'est aussi le modèle de développement que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a mis en place maintenant il y a plus de 25 ans et qui a toujours conjugué le développement social et le développement économique dans une parfaite harmonie et dans un parallélisme idéal. Et donc c'est ça la référence, c'est ça le point de départ. Et évidemment, le football, la Fédération royale marocaine de football, comme toutes les autres fédérations, ont l'impératif de conjuguer et de traduire donc, ces orientations dans une réalité de pratique footballistique et sportive. Et donc, ce travail, évidemment, on l'a commencé avec une vision qui traduit cette orientation et cette volonté royale, comme je dis, contenue dans cette lettre adressée aux assises du sport. Et évidemment, partant d'un diagnostic, on n'a pas voulu perdre beaucoup de temps sur le diagnostic, parce qu'on en parle tellement, mais on oublie que le diagnostic à lui seul reste orphelin. Il faut qu'il y ait de l'action par la suite, qu'il y ait de la mise en œuvre. Donc, la problématique, elle est triangulaire. Évidemment, l'infrastructure, la formation avec grand F, formation des formateurs, mais la formation des jeunes, gamins et gamines dans toutes les catégories, mais aussi la gouvernance. La gouvernance avec les aménagements institutionnels, tout ce qui est organes de gestion, tout d'abord les ligues, etc. Et donc c'est un long process qu'on a commencé et qui, évidemment, quand on parle de l'infrastructure, aujourd'hui je vais me contenter de l'importance cruciale du complexe Mohamed VI et de sa contribution dans tout cela, dans toute cette dynamique. Ce n'est pas une question de moyens, comme on peut le croire. Même si on vous donne tous les moyens du monde, vous ne pouvez pas organiser aujourd'hui 25 équipes nationales. On est 25 équipes nationales, toutes catégories d'âge. Et quand je dis organisation d'une équipe nationale, d'un stage d'une équipe nationale, c'est de la logistique qu'on peut trouver ailleurs, c'est sûr, mais aussi c'est une infrastructure footballistique, c'est un terrain de football pour s'entraîner, une pelouse, mais, et c'est ça le plus important, et c'est ça ce qui conditionne la performance, ce sont tous les moyens de récupération, de salles, d'entraînement, de musculation, etc. Donc, si vous voulez,
Aujourd'hui, le complexe Mohamed VI, c'est un écosystème de performance footballistique qui vous donne le cadre idéal. Donc, abstraction faite de la logique financière qui vous permet évidemment d'amortir et de faire des gains et d'éviter le recours répétitif. Mais aujourd'hui, ça nous donne l'occasion de permettre à toutes les équipes nationales de se concentrer, de se réunir, d'organiser leurs stages en répondant à des impératifs et à des calendriers sportifs. Ils n'ont pas conditionné ces stages par des logiques d'organisation logistique qu'on faisait avant parce qu'on n'avait pas ce centre. Et quand on parle donc de l'infrastructure, évidemment, il y a l'infrastructure de pratique footballistique d'élite, l'image que dégage notre championnat, etc., qu'il faut parfaire, qu'il faut qu'il y ait des pelouses nickel, mais les centres, les académies, et en tête, et dans ce cadre-là, et d'ailleurs, il y a la référence, l'Académie Mohamed VI, que Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a inauguré depuis maintenant plus de 15 ans. Donc c'est ça ce qui a donné la référence, la concrétisation d'une vision avec un exemple qui aujourd'hui réunit tous les caractères et les critères d'exemplarité et de réussite. Et vous avez vu, après quelques années, donc les générations de joueurs qui se répètent, etc. J'ai pris assez de temps pour mettre de l'introduction et les ingrédients. Et c'est une étape dans un process des deux choses. Soit que c'est un exploit accidentel et donc on va vivre le Qatar et après on va retrouver notre place initiale de nation footballistique qui doit attendre 20 ans pour se qualifier à une Coupe du Monde. Soit que c'est le couronnement d'un process qui nous met dans une position et qu'on a toutes les armes, tous les ingrédients pour rester dans la sphère des grands. Et donc le premier test, il était bien sûr les Jeux Olympiques. Donc nos U23, c'est-à-dire les futurs récents seniors, ils ont confirmé qu'ils étaient les meilleurs et que même la médaille de bronze qu'on a eue pour la première fois dans l'histoire n'a pas satisfait le public marocain et je considère toujours que c'est un bon indicateur. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'est pas satisfait de la bronze parce qu'on croit, parce qu'on est conscient qu'on a le potentiel de faire mieux. Et c'est tant mieux, ça exerce ce qu'on appelle de la pression positive sur tout l'écosystème. Ça exerce beaucoup de pression, même sur vous. Bah, c'est normal, c'est normal, c'est normal. On est, en tout état de cause, il n'y a pas d'évolution sans pression. Il faut juste que la pression soit dosée et qu'elle soit positive et qu'elle contribue au développement de l'écosystème. Après, bien sûr, il y a les autres catégories. Donc, on a vu que nos U17, maintenant, ils sont en Coupe du Monde, garçons, que nos U20, Inch'Allah, ils le seront lundi prochain, que football féminin, parce qu'on a choisi l'horizontalité, on n'a pas choisi la verticalité, on n'a pas choisi de nous concentrer sur l'équipe A et d'en faire quelque chose. Non, on a choisi l'horizontalité, toutes les sections du football. Section féminine, donc toutes les sections se sont qualifiées en Coupe du Monde. L'équipe senior pour la première fois dans l'histoire, et il se qualifie pour le deuxième tour en faisant sortir quand même l'Allemagne qui a plus de 50 ans dans cette discipline. L'équipe U17 a fait de même. Il était en Coupe du Monde. L'équipe U20 féminine, et tout cela, je le cite pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on est dans une dynamique qui garantit la permanence et la régularité de la performance. C'est ça le défi, le véritable défi. Le football salle, vous avez vu que notre équipe, il a joué 2 fois les quarts de finale de la Coupe du Monde, de suite. Et le plus important, c'est qu'aujourd'hui, cette équipe, effectivement, il regrette
d'être éliminé au quart de finale parce qu'il estime qu'il pouvait gagner la Coupe du Monde. Donc, avec le même groupe, avec le même staff et avec les mêmes joueurs, évidemment, qui changent de génération à génération. Et donc, c'est une culture, c'est un état d'esprit qui, aujourd'hui, a digéré les ingrédients de développement, d'infrastructures, de performance, et qui se situe dans la cour des grands. Donc on est 6e mondial futsal, on est 12e football sur 211 nations. Je rappelle qu'en Europe, il y a 54 pays. Et donc, tout cela, et vous avez vu la dernière des dernières, notre équipe féminine, et qui a gagné la Coupe d'Afrique, qui se qualifie pour la Coupe en futsal, qui se qualifie en Coupe du Monde. Le plus beau dans cette histoire, et pour enchaîner avec l'information, c'est que, à part l'entraîneur de l'équipe A féminine, Jorge Villa, tous les autres entraîneurs, tous les autres staffs, tous les adjoints, tous les préparateurs, tous les kinés, etc., ce sont des Marocains. Pourquoi je le dis? Ça veut dire que le système de formation des formateurs a fonctionné aussi. Et il a marché, il a donné des Nabil Baha qui a gagné la Coupe d'Afrique pour sa première expérience internationale. Il a donné des Ouhebi et des Youssef Hadji qui sont aujourd'hui avec l'équipe nationale U20 en Égypte, etc., etc. Et donc, moi, je pense que aujourd'hui, cette dynamique et cette pérennisation de la performance, aujourd'hui, à tout Marocain, vous pouvez poser la question pour l'équipe nationale qui va jouer la Coupe du Monde 2030, et bien, il peut vous dire tout de suite qu'il y aura des joueurs aujourd'hui jeunes qui sont déjà en équipe A, qui ont moins de 20 ans, les Akhnous, les Ansrer, etc. Même Hakimi qui a fait cette carrière exceptionnelle, aujourd'hui n'a que 26 ans. Donc il va jouer cette Coupe du Monde de 2030. Mais on sait qu'on a des Bal Makhtar en U17, on sait qu'on a des Ouazan en U17, etc., etc. On sait qu'on a des Zabiri en U20, on sait qu'on a des Manan en U20, etc. Et ça, c'est ça ce qui fait les grandes nations. Aujourd'hui, dans toutes les compétitions organisées par la FIFA, Coupe du Monde, le Maroc est présent. Futsal féminin, on est présent. Futsal masculin, on est présent. Les catégories féminines, on est présent. Les catégories masculines, on est présent. Et cette pérennisation de présence, etc., va ramener tout le monde vers une conquête du titre à l'échelle mondiale. Et ça décomplexe tout le monde. Je ne veux même pas parler de l'engouement, que ce soit des Marocains qui vivent à l'étranger ou qui sont nés à l'étranger. Je ne veux même pas parler de l'engouement de la pratique ici au niveau national. Et donc voilà la dynamique dans laquelle on est. Voilà quelles étaient ces références en tout état de cause. Aujourd'hui, on ne peut pas être dans un secteur, quel que soit son domaine d'activité, en dehors d'une politique stratégique tracée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. On ne peut pas être en dehors d'un modèle, comme j'ai dit, qui a été toujours basé sur une conjugaison parfaite entre le développement social, avec toutes les réformes, la dernière en date qui est la généralisation de l'amour, etc., et évidemment où la jeunesse doit occuper une place primordiale et où le sport, notamment le football, doit jouer pleinement son rôle d'inclusion sociale, de promotion, d'espoir et d'inspiration, etc. Moi, aujourd'hui, je sais qu'il y a des milliers de jeunes Marocains qui, par légitimité d'espoir, rêvent d'être des futurs Hakimi et des futurs Brahim Diaz, etc. Et c'est ça ce qui fait la force. Et vous avez vu comment les engouements autour. Moi, j'étais agréablement surpris en jouant la finale
de l'équipe nationale futsal féminine contre la Tanzanie, qu'on était à guichet fermé pratiquement une journée avant. Et ça montre cette dynamique, cette implication, cet attachement de la jeunesse autour de ces sportifs, de ces stars, Ouais. etc. Ben, et en tête, les joueurs qui avaient beaucoup de regrets après le match. Ouais. Et le staff. Moi, je pense que la logique, une équipe nationale qui malheureusement s'est absentée des Coupes du Monde pendant 20 ans, 98-2018, c'est cette période de vide Oui. qui est devenue un handicap structurel. D'ailleurs, on a fait une bonne Coupe du Monde 2018. On n'était pas mauvais avec cette génération. Et juste après, donc évidemment, on a fait ce saut. Et je pense que si on n'avait pas, évidemment, nous-mêmes, intrinsèquement, si on avait libéré nos ambitions, moi je pense que cette Coupe du Monde, on allait jouer sa finale et jouer pleinement les chances de la gagner. Mais le plus important, c'est que, effectivement, on regrette parce que contre la France, on n'était pas mauvais. Il y avait des actions qui ont fait beaucoup de polémiques, des actions pour siffler des pénaltys en notre faveur. On est allé, on a tiré sur le poteau, etc. Mais d'une manière globale, moi je pense que on a atteint un niveau proche du maximum pendant cette Coupe du Monde. Il faut aller continuer. J'ai toujours dit à toutes les équipes nationales que l'ambition n'a pas de limite. Qu'il faut aller sans limite. Il ne faut pas censurer l'ambition. Il faut aller jusqu'au bout, à toutes les catégories. Et je peux vous confirmer, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui, l'équipe nationale futsal, ils ont pleuré parce qu'ils ont effectivement vu qu'ils étaient capables de gagner cette Coupe du Monde. Et il faut continuer. Il faut que ça devienne de l'oxygène qu'on respire tous les jours. Il faut devenir numéro un jour. Et je pense qu'on a le potentiel. C'est quoi, en tout état de cause, le football? Le football, quand vous avez le talent, et aujourd'hui, quand vous prenez notre équipe, il y a du talent, parce que c'est vrai, à part 2 ou 3 équipes au niveau mondial, les autres équipes, ils ont 2, 3, 4 vedettes. Et aujourd'hui, notre avantage, c'est que nos joueurs, ils sont tous des joueurs talentueux dans leur club. Et puis, c'est le haut niveau. Hein. Aujourd'hui, vous avez Hakimi qui joue la finale de la Champions League. Le Mzraoui qui joue avec Manchester la finale de l'Europa League. Et vous avez Zizoli qui joue la finale avec Betis de la Conference League. Ça dénote, je ne vais pas parler des autres. Ben Sawer est un talentueux exceptionnel. Les Talbi en Belgique, vous avez vu qu'est-ce qu'il a fait. Poste par poste aujourd'hui, vous avez une concentration du talent extrême. Quand vous avez les ingrédients, aujourd'hui les conditions de travail de notre équipe nationale, on n'a rien à envier à n'importe quelle équipe d'Europe ou de l'Amérique latine. Donc vous-même, vous êtes parti avec cette ambition qui n'est pas censurée. Vous n'avez pas été... Plus on est dans cette logique de performance mondiale au niveau, plus on aura de l'assurance d'aller conquérir le haut niveau. Il ne faut pas oublier que Sidna Laïnsro a inauguré le complexe Mohamed VI en fin 2019. Donc, on est jeune par rapport à cela, par rapport à ces conditions de performance, mais plus on dure, plus on avance, plus on apprend,
plus l'assurance de nos équipes, de nos jeunes, de nos staffs, sera le haut niveau. Et le Maroc, alhamdoulilah, a fait la démonstration concrète. On est parti en Coupe du Monde, tout le monde parlait du changement d'entraîneur, de la crise du staff technique. Bon, moi, je voyais les choses autrement. Pas un courage, c'est une décision logique dans un process, parce qu'on avait une situation assez conflictuelle dans le groupe, donc qui ne dégageait pas assez d'énergie positive pour construire, pour avancer. Ça ne veut absolument pas dire que Wahid n'était pas un grand entraîneur. D'ailleurs, il s'est qualifié avec brio avec cette équipe pour la Coupe du Monde. Et donc, on avait, en fonction du besoin de ce groupe, qui avait besoin d'un peu plus de passerelles communicationnelles, effectivement d'échanger, etc. Donc, on a pris la décision pour aller vers l'avant. Et c'était le cas. On a fait la même chose d'ailleurs avec l'équipe nationale olympique. Et ça a marché et ça marche parce que le fait de vivre très proche de ces équipes vous permet d'avoir une idée précise de ce qu'il faut, de ce qui manque. Et donc à chaque fois, on apporte les corrections. Évidemment, pour les équipes nationales, personne n'est indispensable. Il s'agit quand même des équipes qui portent l'émotion de 36 millions de Marocains et en tête Sidna Allah Yansro. Et à chaque fois qu'il faut apporter des corrections, ce sera le cas. Déjà, pérenniser l'actuel, c'est donc en permettant les mêmes conditions de travail aux générations qui sont là déjà, à nos U23, nos U20, à nos U17, et qui ont prouvé, parce que ce sont le futur, et ils ont déjà donc le haut niveau, mais en profondeur. Donc, évidemment, comme je l'ai dit, on a vu les résultats spectaculaires de l'Académie Mohamed VI du football, comment l'Académie a pu sortir en professionnalisant la formation aux catégories des jeunes, comment il a pu sortir des stars d'une manière successive, les Neif, les Ounahi, etc. Et j'en passe. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de joueurs dans toutes les catégories des équipes nationales et dans tous les clubs du Maroc. Donc l'idée, c'était de rendre les centres de formation des clubs proches de ce niveau professionnel de formation. Et comme vous le savez parfaitement bien, malheureusement, la gestion interne du club se focalise beaucoup plus sur l'équipe senior et ses résultats et ses perspectives et ses problématiques, ce qui est humain. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire sortir ce volet de formation des catégories des jeunes, d'ailleurs filles et garçons, de le sortir de ce giron de stress de l'équipe A et de le professionnaliser avec des formateurs de toutes les catégories qui correspondent aux impératifs de la formation professionnelle et de le gérer avec une gouvernance, donc société anonyme, avec un conseil d'administration, les organes d'audit, de gouvernance, que vous avez eu l'occasion de voir et de voir les compétences qui les gèrent. Et vous avez vu les centres de formation, comment aujourd'hui ils se sont mis au travail professionnel, ils sont sur les rails. Et les résultats de cela, c'est effectivement de dupliquer, comme je l'ai dit, partiellement les résultats de l'Académie Mohamed VI que Sidna Allah Yansro a mis en place depuis 15 ans et d'avoir l'objectif, c'est d'avoir plusieurs Hakimi, plusieurs Mazraoui, plusieurs Diaz dans le futur proche, Inch'Allah. Et la jeunesse marocaine, elle est pleine, saturée du talent. Il n'y a pas de raison de... Parce que qu'est-ce qui se passe? Entre 10 et 20 ans, des deux choses l'une. Vous avez un talent exceptionnel à l'âge de 10 ans. D'ailleurs, toutes les éditions de Coupe Danone organisées pour cette catégorie, le Maroc, il était soit finaliste, soit on a gagné cette coupe. Et après, il y a la déperdition du talent et de la qualité pour la simple raison parce qu'il n'est pas pris en charge.
Il n'est pas mis dans un canal professionnel de valorisation. Aujourd'hui, tout ce programme, il est focalisé sur la correction d'une période, d'un intervalle d'âge essentiel dans la vie d'un joueur et d'une joueuse entre 10 et 20 ans. Et c'est comme ça qu'on sera aux commandes, qu'on va rivaliser les grands, et il n'y a pas de raison. On est un pays jeune, la jeunesse, elle est pleine de talent, les moyens sont là. On a mis en place cette société anonyme où le partenariat privé avec les régions, avec la fédération sur l'aspect technique a été mis en place. Tout le monde est au travail et les résultats seront là, Inch'Allah. Ça dépend du sort. Aujourd'hui, Oui. Vous tablez sur combien? Non, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que le coach de l'équipe nationale, M. Sewalid, il a le problème des riches. C'est-à-dire, il a beaucoup de problèmes pour fixer ses 25 joueurs qui rentrent en rassemblement. Et ça, c'est le problème des riches, comme je l'ai dit dans le foot. Et ça, c'est prometteur. Pourquoi? Parce qu'il y a de la concurrence. Et quand cette concurrence est basée sur un choix professionnel qui est basé sur la forme de l'instant, et que toute l'assiette, tous les joueurs qui font partie de l'assiette des 50 présélectionnés, ils savent qu'ils peuvent jouer à tout moment. Ben, c'est de la concurrence, c'est du travail au niveau des clubs. Maintenant, la meilleure, c'est que dans toutes les catégories de jeunes, il y a des jeunes qui explosent et qui imposent leur présence. Donc, Sewalid passera d'un problème des riches vers des maux de tête des riches.